Bonjour et bienvenue sur la chaîne Evolution Keys. Dans la continuité de la série des vidéos consacrées au sujet de l'eau, aujourd'hui je vais vous parler de l'eau, des phtalates et de la biodégradation des plastiques dans l'océan. Les phtalates, ce sont des substances plastiques qui se sont avérées être toxiques. Ce sont des composés chimiques qui sont dérivés d'une molécule que l'on appelle l'acide phtalique. Le terme phtalate regroupe de nombreuses substances. On peut cependant noter que 9 molécules faisant partie des phtalates, autrement dit que 9 types de phtalates, sont reconnus comme étant particulièrement dangereux pour la santé. En effet, ces 9 phtalates ont été classés comme reprotoxiques, c'est-à-dire qu'ils ont officiellement été rangés dans la catégorie qui regroupe les substances présumées toxiques pour la reproduction humaine. Je vous affiche à l'écran la liste de ces 9 phtalates. Il est important de savoir que de nombreuses substances chimiques possèdent des synonymes. Autrement dit, de nombreuses substances chimiques ont parfois plusieurs noms. Et les phtalates sont aussi concernés par ce fait. Donc n'hésitez pas, si cela vous intéresse, à faire des recherches par vous-même pour trouver les autres noms que peut porter une molécule. Ceci vous permettra, dans de nombreux cas, de ne pas être induit en erreur en pensant qu'une molécule n'est pas présente dans un produit, alors qu'elle peut l'être, mais sous un autre nom. Et ce fait ne concerne pas que les phtalates. Ceci peut concerner de très nombreuses molécules dans de très nombreuses familles de molécules, et donc ceci peut concerner de très nombreuses molécules dans de très nombreux domaines. Pour en revenir aux phtalates, ils sont couramment utilisés dans les matières plastiques, notamment dans celle qui est appelée le PVC. Les phtalates sont très présents dans de nombreux objets du quotidien. Jusqu'à présent, selon les sources, on parle de 3 à 6 millions de tonnes de phtalates qui sont produites dans le monde chaque année. Automobiles, bâtiments, électricité, informatique, cosmétiques, matériel médical, objets en plastique, dont les jouets. La liste est très grande, alors je ne l'adresserai pas en totalité ici, ce n'est pas mon objectif. Mais ceci dit, voici quelques produits dans lesquels on peut trouver des phtalates. Film plastique, emballage, tissu imperméable, rideaux de douche, isolant de câbles électriques, peinture industrielle, cosmétiques, stylos, adhésifs, colle, déodorant, parfum, produits pour les cheveux et pour le corps physique de manière générale, médicaments, certains dispositifs médicaux tels que des sacs pour le sang, des gants, etc. Concernant les récipients en plastique, si un récipient contient des phtalates et que ce récipient est passé au micro-ondes, la migration des phtalates dans les aliments est alors fortement accélérée. L'ingestion d'aliments ayant été contaminés par des phtalates est en fait ce qui demeure la principale source d'exposition aux phtalates. Cette contamination des aliments par les phtalates est généralement présente quand les aliments concernés ont été en contact avec des emballages qui contiennent des phtalates. Cette contamination peut se produire par migration dans l'aliment concerné de phtalates que contient l'emballage lui-même, s'il l'est fait dans une matière plastique qui en contient, ou si l'emballage qui n'est pas majoritairement en plastique est tout de même recouvert à l'intérieur de celui-ci d'un film en plastique qui lui en contient des phtalates. À ce sujet, on a découvert en France le cas de cuves de vin qui était la source de contamination par les phtalates du vin parce que les cuves en métal dans lesquelles il était stocké, l'intérieur était tapissé d'une couche d'époxy, d'un revêtement en époxy. On a découvert aussi que les tuyaux de transfert du vin qui sont en plastique peuvent aussi libérer des phtalates. On a donc décelé une contamination du vin par des quantités non négligeables de phtalates. Alors je ne recommande pas du tout de boire du vin parce que c'est un poison qui est un poison à effet lent pour la physiologie humaine et c'est un poison en fait du fait de nombreuses substances toxiques qui s'y trouvent. Les seuls bienfaits qu'on associe au vin sont en réalité issus du jus de raisin lui-même
Donc naturellement, il est préférable de manger du raisin cru ou de boire du jus de raisin, dans l'idéal frais et fait maison, plutôt que de boire du vin, parce qu'alors, comme ça, on n'est jamais exposé aux diverses substances toxiques que contient le vin. Ceci dit, si le jus de raisin est stocké dans un emballage carton qui est recouvert dans son intérieur d'un film plastique, par exemple, alors l'aliment, ici le jus de raisin, sera susceptible d'être contaminé par les substances toxiques que le plastique concerné contient, s'il en contient. Et ce peut être des phtalates. Donc, que les aliments soient en contact avec un matériau qui est à 100% constitué de plastique ou avec un matériau qui contient du plastique dans sa structure mais qui n'est pas composé à 100% de plastique dans sa structure, si à un moment donné ou à un autre les aliments sont en contact avec le plastique et si le plastique contient des substances toxiques, alors du fait de ce contact, la migration dans les aliments de substances toxiques qui se trouvent dans le plastique est possible si le plastique contient des substances toxiques. L'ingestion de poussière environnementale contenant des phtalates peut aussi être une source de contamination. Chez les jeunes enfants, la mise à la bouche de toutes sortes d'objets plastifiés peut aussi être une source de contamination pour eux. Il y a plusieurs façons d'être contaminé par les phtalates. L'ingestion des aliments contaminés par les phtalates, c'est vrai que c'est la source de contamination numéro 1, mais il y a d'autres sources de contamination, comme je viens d'en parler. Et il y en a d'autres. L'utilisation large et variée des phtalates les rend en fait très présents dans l'environnement. Ils ont été détectés dans l'air, dans l'eau, dans le sol et dans des sédiments. Un nombre important de données ont été compilées à ce propos. Et vis-à-vis de l'eau, l'analyse des cours d'eau du monde entier a révélé la présence importante de phtalates dans de multiples endroits sur le globe. Le déversement dans les cours d'eau des eaux usées humaines, qu'elles soient d'origine urbaine ou industrielle, est d'ailleurs un des mécanismes de dispersion des phtalates dans l'environnement aquatique. Mais pas seulement. La pollution par des produits plastiques jetés dans la nature est également une source de pollution qui contamine l'environnement de phtalates. Plusieurs études ont travaillé sur les étapes physiques, chimiques et biologiques qui interviennent dans la décomposition du plastique. Concernant la dégradation biologique, elle est en majeure partie réalisée par des micro-organismes, essentiellement des bactéries. Il semble d'ailleurs que les bactéries sont les organismes les plus abondants dans les océans. Ces micro-organismes, qui sont abondants dans les océans et qui sont invisibles à l'œil nu, ont des capacités métaboliques extrêmement variées. Au sein des océans, certains groupes de bactéries jouent un rôle d'éboueur. On les appelle des organismes saprophytes. Ces bactéries dissolvent et transforment d'immenses quantités de composés organiques issus de tous les déchets, entre guillemets, du vivant et de tout ce qui n'est plus animé de vie dans l'océan. Autrement dit, ces bactéries permettent une forme de recyclage, disons naturel, par décomposition, ce qui aboutit à la transformation de différentes matières en différentes molécules qui sont alors utilisables par la suite pour le vivant. Et les matières plastiques sont également concernées par ce processus. On nomme ce processus de manière générale la biominéralisation. Et ce processus de biominéralisation que l'on retrouve pour les substances, on va dire, naturelles dans l'océan, ce même processus se trouve dans les sols, sur les continents, puisque c'est le processus, la biominéralisation, qui permet la fabrication de l'humus. L'humus, c'est la couche supérieure du sol. La capacité de dégradation, c'est-à-dire de décomposition de différents types de plastique par des bactéries, est une thématique qui est désormais abordée dans la littérature scientifique. Cette littérature montre vraiment que des bactéries sont capables de dégrader, c'est-à-dire de recycler le plastique. La présence de plastique dans le milieu naturel est relativement récente, puisque l'essor, et non pas l'origine, de l'industrie du plastique date des années 1970. Les débris plastiques que l'on retrouve à la surface de l'eau sont majoritairement des particules de taille inférieure à 5 mm.
ce sont des débris que l'on appelle communément des microplastiques. Ces microplastiques sont issus de la fragmentation de pièces de plastique beaucoup plus grandes. Actuellement, malheureusement, on retrouve des grosses pièces de plastique et des plus petites pièces de plastique, des microplastiques donc, dans tous les océans de la planète. Les océans et les mers sont les réceptacles ultimes de tous les déchets qui sont produits sur Terre. 80% des déchets retrouvés en mer proviennent de la Terre, des continents. Donc, la solution au problème de la pollution des plastiques dans les mers et les océans ne viendra certainement pas des mers et des océans, mais d'une prise de conscience de chaque personne qui est responsable d'une partie de cette pollution, à chaque geste que ces personnes font et qui alimente cette pollution. La solution idéale au problème de la pollution viendra toujours de l'humain lui-même, qui s'améliore de lui-même dans tout ce qu'il pense et dans tout ce qu'il fait. Il est estimé que le plastique peut persister jusqu'à 1000 ans avant d'être totalement dégradé. Mais durant tout ce temps-là, il est susceptible de diffuser des substances toxiques dans l'environnement, des substances toxiques pour les animaux et pour les humains. Les plastiques peuvent aussi être des objets dangereux pour la vie de nombreuses espèces animales, terrestres ou marines. Et je ne parle pas seulement ici des bouteilles en plastique, des contenants en plastique, des sacs en plastique et de leurs fragments. Je parle de toutes les formes de plastique existantes, sans exception, et de tous leurs fragments. Je parle donc de tout ce qui contient du plastique, même des pâtes à mâcher. Vous savez, ce que l'on nomme les chewing-gums. Eh ben, ça a l'air anodin, mais en plus de polluer visuellement et chimiquement l'environnement, ce sont des dangers pour la vie de bien des espèces animales. Oui, vous m'avez bien entendu, un chewing-gum jeté par terre peut être un danger pour des animaux. Mais ceci est un autre sujet que je ne vais pas développer maintenant. Pour en revenir au sujet, différentes actions de recherche scientifique, nationales et internationales, sont apparues ces dernières années devant l'ampleur de la pollution par les plastiques. L'un des buts de ces recherches est la compréhension des mécanismes de biodégradation du plastique en mer. Mais cette recherche en est à ses balbutiements. Certains mécanismes de biodégradation du plastique ont été observés en conditions de laboratoire, mais l'étude de la biodégradation du plastique en milieu naturel, notamment dans les mers et les océans, est quelque chose qui reste encore largement inexploré de nos jours. À ce jour, il y a donc énormément de questions et d'incertitudes vis-à-vis de ces processus. Ceci dit, le processus de biodégradation du plastique en mer commence à être étudié de plus en plus intensément. L'étude de ce processus se base sur la connaissance que la science possède déjà du processus de biodégradation. Je vais maintenant vous présenter comment ce processus de biodégradation est abordé vis-à-vis du plastique qui se trouve dans les océans. Un plastique qui arrive en mer va d'abord subir une dégradation qui est dite abiotique, c'est-à-dire qu'il va subir une dégradation de sa structure par des mécanismes qui ne sont pas biologiques. De quoi s'agit-il ici quand on parle de dégradation de la structure du plastique par des mécanismes qui ne sont pas biologiques? On parle ici de dégradations qui sont donc physiques par le biais du mouvement des vagues, de la température, des UV, et de dégradations qui sont chimiques, par oxydation ou hydrolyse. Et toutes ces dégradations qui ne sont pas biologiques, ces dégradations physiques et chimiques, vont fragiliser les structures des polymères plastiques concernés et vont réduire ainsi les pièces de plastique en différents morceaux de plus petite taille. La dégradation biologique, elle intervient après cette étape de dégradation mécanique, entre guillemets. On l'appelle aussi biodégradation. Et cette biodégradation du plastique, elle va être produite par des bactéries. Les observations actuelles semblent démontrer que la biodégradation est généralement composée de 4 étapes. La première étape est la biodétérioration. Elle est engendrée par l'action mécanique d'un biofilm bactérien qui se forme au fil du temps à la surface du corps plastique concerné. Cette action, qui est dite mécanique, entre guillemets, produit un agrandissement des fissures qui sont déjà présentes sur la pièce de plastique concernée. Ces fissures proviennent des suites de la dégradation abiotique. Mis à part une action de dégradation mécanique que peut produire le biofilm à la surface d'une pièce de plastique, une dégradation chimique peut également être orchestrée
par la grande diversité des espèces présentes dans le biofilm. Par exemple, certaines bactéries peuvent produire des composés acides. Les bactéries qui peuvent réaliser cela sont des bactéries que l'on appelle chimiolithotrophes et chimio-organotrophes. La seconde étape est la biofragmentation. Elle se produit par l'action d'enzymes bactériennes qui sont libérées à l'extérieur des cellules bactériennes qui les produisent. Et l'action de ces enzymes bactériennes est de séparer les polymères plastiques en séquences plus courtes. Autrement dit, elles vont permettre de transformer le plastique en des particules plus petites. La troisième étape est la bioassimilation. Elle consiste en l'absorption dans des cellules bactériennes de molécules de plastique qui sont d'une taille inférieure à 600 Dalton. Une fois que ces minuscules molécules de plastique sont transférées dans les bactéries, elles sont ensuite transformées au sein même des bactéries en composés cellulaires. Et ceci peut alors conduire, de par certains processus, à ce que ces minuscules molécules de plastique transformées en composés cellulaires finissent par s'inclure dans ce qui est nommé la biomasse. La quatrième étape est la biominéralisation. Il s'agit de l'étape de dégradation ultime et complète du plastique, puisqu'à la suite de toutes les étapes de transformation qu'il a déjà vécues jusque-là, dans cette étape, il va être transformé en des molécules oxydées. La littérature scientifique fait essentiellement mention de dioxyde de carbone, de diazote, de méthane et d'eau. La compréhension des mécanismes moléculaires de biodétérioration, biofragmentation, bioassimilation et biominéralisation vis-à-vis du plastique n'en est vraiment qu'à ses premiers pas. Certains travaux se sont intéressés à la diversité des bactéries qui peuvent coloniser les plastiques dans les océans. Mais à ce jour, ces travaux n'ont pas encore pu déterminer quelle est la capacité de chacune des bactéries colonisatrices de plastique dans les océans à dégrader des plastiques. En d'autres termes, on sait de quoi ils retournent pour certaines bactéries, mais on ignore totalement de quoi ils retournent pour d'autres bactéries. Dans le milieu scientifique, ceci induit de nombreuses réflexions vis-à-vis de la dégradation naturelle, entre guillemets, du plastique dans l'environnement, y compris donc dans les mers et les océans. La dégradation biologique des microplastiques est lente, et elle semble essentiellement être réalisée par des bactéries hétérotrophes. Certaines études ont isolé différentes bactéries pour leur capacité de dégradation de différentes classes de plastique. Mais ces études reposent uniquement sur l'étude de bactéries que l'on sait cultiver et étudier en conditions de laboratoire. Selon les estimations actuelles, ces bactéries en question représentent moins de 1% de la diversité totale des bactéries présentes dans les océans. Alors ceci conduit à deux questions. La première, quelles sont toutes les espèces de micro-organismes qui peuvent coloniser les plastiques et être capables de les dégrader? La deuxième, les mécanismes moléculaires mis en jeu pour la dégradation des plastiques sont-ils aussi variés et différents que sont variés et différents les types de plastiques de par leurs diverses compositions? Actuellement, un programme national, le programme national français Plastique Micro, qui est coordonné par le laboratoire d'océanographie microbienne de l'Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer et qui est financé par le CNRS, tente de répondre à ces deux questions. À l'heure actuelle, ce programme cherche à connaître les communautés de bactéries prokaryotes qui sont associées à la colonisation et à la dégradation déjà de trois classes de plastique qui sont les plus retrouvées en mer, à savoir le polytéréphtalate d'éthylène, le polyéthylène et le polypropylène. Les travaux de ce programme ont essentiellement pour but de mieux comprendre l'écologie microbienne qui est associée à la colonisation par les bactéries de ce qui est nommé la plastisphère. Les scientifiques qui travaillent dans ce programme cherchent à en savoir plus sur les caractéristiques que possèdent les biofilms bactériens et sur le détail de leurs actions lorsque les bactéries des mers et des océans colonisent les plastiques qui s'y trouvent. Ils cherchent aussi à découvrir la diversité précise des prokaryotes marins, bactéries et archées, qui sont capables de dégrader différentes classes de plastique qui se retrouvent dans les mers et dans les océans. À l'heure actuelle, un certain nombre de scientifiques ont émis l'idée qu'une meilleure compréhension des mécanismes de biodégradation des plastiques par des micro-organismes pourrait ouvrir la voie à des améliorations technologiques en termes de recyclage du plastique.
Ces recherches sur la biodégradation du plastique par des micro-organismes sont donc aussi financées dans le but d'aboutir à la constitution de biotechnologies produisant des plastiques dits biodégradables. Et parce que des recherches sont en cours, eh bien, rien n'est affirmé avec certitude et de façon définitive à l'heure actuelle vis-à-vis des processus de biodégradation du plastique. Donc je vous ai présenté des informations qui sont générales, mais que ce soit dans le détail des processus ou dans l'aspect général du processus, la compréhension parfaite du processus de biodégradation naturelle du plastique dans l'environnement n'en est qu'à ses débuts. Et ce que je vous ai présenté n'est donc qu'une ébauche de la compréhension qui est en cours sur ce sujet. En effet, de nombreuses questions sont encore sans réponse. Une connaissance complète, aboutie et parfaite du sujet n'existe donc pas encore. La recherche sur ces sujets est toujours en cours. Ceci dit, une chose est certaine. La seule chose qui est certaine concerne les dangers des substances plastiques sur l'humain et les animaux. De plus, il est possible que seuls quelques dangers avérés ont été mis en évidence. C'est-à-dire qu'il est possible que tous les dangers liés aux substances plastiques n'aient pas encore été totalement découverts. À ce propos, il est quelque chose d'intéressant à savoir. Comme je l'ai mentionné précédemment, les morceaux de microplastique se trouvant dans les mers et les océans sont aussi dégradés par l'effet des UV. Et une étude a découvert que sous l'effet d'une dégradation photochimique induite en particulier par les UVB, un processus spécifique conduit à la libération de diverses molécules organiques dans l'eau. Ce processus a été montré au moins pour le polyéthylène, le polypropylène, le polystyrène et le PET. Et selon une étude récente, une étude qui date de 2018, parmi 22 produits de dégradation libérés par ces 4 types de plastique, ce sont des acides dicarboxyliques qui dominent, autrement dit des phtalates. Ceci signifie que durant la phase de dégradation abiotique, avant même la phase de biodégradation biologique, la dégradation des plastiques semble diffuser des phtalates dans les eaux. Donc, à chaque fois que des processus naturels impactent un déchet plastique, cela n'est pas nécessairement sans absence de conséquences négatives puisque des pollutions par des substances toxiques peuvent en résulter. Dans les eaux, il existe des bactéries qui peuvent traiter les phtalates. Cela est quelque chose qui a déjà été découvert. Cependant, tant que les eaux n'en sont pas parfaitement nettoyées et que la pollution par des plastiques comportant des substances toxiques n'est pas totalement inexistante de la planète, toutes les eaux présentent un risque d'exposition et de contamination par les phtalates. Ceci est également valable pour toutes les autres substances qui sont toxiques pour la vie animale et humaine et qui se trouvent dans une forme ou une autre de plastique industriel. La production mondiale de phtalates est actuellement dominée par le DEHP, une molécule qui est inscrite, comme je l'ai déjà précisé auparavant, sur la liste des substances présumées toxiques pour la reproduction humaine. Le DBP est généralement le deuxième phtalate majoritaire que l'on rencontre dans les eaux de la planète après le DEHP. Le DEHP et le DBP sont présents sur la liste des 9 phtalates considérés comme reprotoxiques, une liste que je vous ai mise à l'écran en début de vidéo. En termes de quantité, il faut savoir que les concentrations en phtalates dans les eaux de surface varient actuellement de quelques microgrammes par litre à plusieurs dizaines de microgrammes par litre. Les nombreuses études scientifiques qui ont été réalisées à travers le monde ont montré qu'il y a une contamination relativement globale des eaux de la planète par les phtalates. On peut donc supposer par conséquent que s'y trouve aussi toute autre substance toxique, issues elles aussi de plastique pouvant contenir diverses substances toxiques. Les phtalates sont des perturbateurs endocriniens. Ils interfèrent avec des fonctions hormonales. Les phtalates ont aussi été associés à une diminution des spermatozoïdes. Ils provoquent la baisse de la stérilité et même une atrophie testiculaire chez les hommes. On suspecte donc les phtalates d'avoir un rôle perturbateur sur le système reproducteur. On les suspecte aussi d'ailleurs d'avoir des effets perturbateurs sur les autres organes du corps humain. Les phtalates sont classés comme reprotoxiques, comme je l'ai déjà mentionné,
mais ils sont aussi classés comme tératogènes. Une substance tératogène, c'est une substance qui provoque des défauts physiques sur le fœtus au cours de sa croissance. Les phtalates peuvent donc affecter le développement du fœtus. Les troubles les plus courants qui sont engendrés par les phtalates sont la réduction du poids du fœtus et des malformations du fœtus. Ils sont même suspectés d'avoir un rôle dans certains cas de mortalité fœtale. Autrement dit, ils sont suspectés d'avoir un rôle dans certains cas de fausse couche. Évidemment, par conséquent, le développement du nouveau-né peut éventuellement être affecté par les phtalates s'il y est confronté après sa naissance. Bien que je vomisse le concept des expériences sur les animaux et que je suis partisan de la mise au point de méthodes éthiques de recherche, c'est-à-dire notamment de méthodes de recherche qui n'utilisent pas les animaux contre leur volonté, je vous rapporte tout de même le fait que des animaux sont déjà décédés des suites d'une trop grande quantité de phtalates dans leur corps. On peut donc suspecter que ce risque concerne aussi l'être humain, qu'il soit nouveau-né ou pas. On suspecte aussi les phtalates d'être des cancérigènes pour les animaux et pour les humains. Des chercheurs américains, des chercheurs du Columbia Center for Children's Environment Health, CCEH, ont présenté le résultat d'une étude qui explique que l'exposition aux phtalates pendant la grossesse pouvait nuire au développement moteur. Les phtalates semblent en effet être capables de traverser le placenta et selon eux, les phtalates peuvent avoir un rôle perturbateur non négligeable dans le développement cérébral et particulièrement sur les parties du cerveau ayant un rôle dans les schémas moteurs de coordination dite de motricité fine. Ceci s'explique par le fait que les phtalates sont des perturbateurs endocriniens. En tant que tels, ils sont capables d'affecter les fonctions de la glande thyroïde. Or, les fonctions de la glande thyroïde ont un rôle dans le fonctionnement des mécanismes, de la motricité et des fonctions visuospatiales. Ce ne sont que quelques effets parmi d'autres. Parfois des effets potentiels, certains, d'autres fois des effets fortement suspectés, qui sont à confirmer ou à infirmer dans le futur, au cours de recherches ultérieures. Mais dans tous les cas, il y a assez d'informations disponibles qui rendent aisée la compréhension du fait que les phtalates sont toxiques pour l'être humain. Ils sont donc à éviter le plus possible dans les eaux de consommation. L'idéal, ce serait que la pensée technologique évolue au point que l'on cesse d'utiliser des substances plastiques contenant de nombreuses substances toxiques. Dans l'idéal, il faudrait que soit trouvé comment faire autrement que d'utiliser du plastique, mais au moins qu'il soit trouvé comment faire autrement que d'utiliser du plastique qui contient de nombreuses substances toxiques. En attendant une telle évolution technologique, il est sain de faire de son mieux pour réduire son exposition au plastique, quand cela est possible, car ce n'est pas toujours possible actuellement. Mais réduire son exposition à des substances toxiques sera toujours un bienfait pour sa santé, plutôt que de ne pas y porter attention. En attendant la suite, si vous voulez sans plus attendre obtenir une eau pure, saine et sûre pour la santé, je vous invite à aller voir dans la barre d'informations située sous cette vidéo la solution que je vous propose dans ce but. À plus tard!